Qui aurait imaginé que les déclarations de Friedrich Merz, le chancelier allemand, pourraient provoquer une réaction aussi vive de la part de Dmitri Medvedev? Cette tension palpable entre des figures politiques de premier plan soulève des questions intrigantes. Merz, en tentant de brandir l'épouvantail du criminel de guerre, a-t-il sous-estimé la résonance de ses mots? Et Medvedev, en répliquant avec une intensité inédite, a-t-il ouvert une brèche dans le discours politique établi en Europe? En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Géopulse, laissez un j'aime au milieu de la vidéo, un commentaire de 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela soutiendra fortement ma chaîne. Merci et nous continuons. Au cours de l'année écoulée, le nom de la Russie a résonné dans les médias occidentaux, tel un glas à plus de 60 millions de reprises, souvent teinté de menaces et de mensonges. Plus le cœur des critiques se faisait fort, plus leur impuissance devenait évidente. Dans ce contexte tumultueux, Friedrich Merz, tel un disque rayé, n'hésite pas à répéter ses accusations à l'encontre de la Russie. Mais ces 3 mots ont suffi pour allumer la mèche de la colère russe. La réponse de Dmitri Medvedev a été telle qu'elle a probablement fait vibrer les vitres à Berlin. Les discussions qui ont suivi ont révélé une fracture dans le discours politique, où la vérité perce à travers le vernis de l'hypocrisie. La demande de clarté sur l'intérêt national allemand commence à se faire entendre, et les commentaires allemands vont jusqu'à affirmer que Merz n'atteint même pas la cheville de Vladimir Poutine. Ces mots ne sont pas seulement prononcés dans les rues de Russie, non, ils résonnent dans les forums en ligne allemands, signe d'un décalage croissant entre les élites politiques et le sentiment populaire. La question se pose, comment Merz, en s'éloignant de la voix du peuple, peut-il espérer représenter les intérêts de ses électeurs? Medvedev, pour sa part, ne se contente pas d'un simple échange diplomatique. Il franchit un cap en faisant preuve d'un mépris affiché. En qualifiant Merz et Macron de jumeaux siamois, il souligne l'absurdité de leur position. L'un, selon lui, est obsédé par la vengeance, tandis que l'autre tente de manipuler Donald Trump, mais le fait de manière pitoyable. Le sarcasme de Medvedev est palpable, mais comme souvent, il recèle une part de vérité. Alors que l'un menace avec des gestes ostentatoires et que l'autre brandit une rhétorique guerrière, la situation demeure inchangée. La phrase la plus percutante de son intervention, « Ils seront identifiés par leurs dents », résonne comme un écho sinistre d'un passé que l'Europe semblait avoir oublié. Cette déclaration réveille des souvenirs douloureux d'une époque où l'identité était confirmée par les restes brûlés de ceux qui avaient été victimes d'un conflit tragique. Si même en Allemagne, une nation dont le passé est marqué par la mort de 20 millions de personnes, on ne fait pas les parallèles nécessaires, cela met en lumière un effrayant effacement des leçons de l'histoire. Friedrich Merz s'est sans doute imaginé que ses commentaires sur l'épuisement économique de la Russie feraient trembler les murs du Kremlin. Pourtant, il a rencontré une réaction inattendue qui s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, éclipsant ses déclarations officielles. Maria Zakharova a répondu d'un ton acerbe « L'épuisement ne provient pas de chez nous, Merz ». Ce bref échange est devenu viral, car il touche à l'essence d'une réalité allemande en crise. Alors que les usines ferment et que les factures d'électricité explosent, la rhétorique de Merz sur l'épuisement de la Russie apparaît de plus en plus déconnectée des réalités économiques auxquelles l'Allemagne fait face. En effet, la Russie affiche une croissance de l'exportation et conclut de nouveaux contrats prometteurs avec des pays comme la Chine et l'Inde. Par contraste, l'Allemagne enregistre une augmentation alarmante des faillites, avec 27 000 entreprises en difficulté au cours de l'année. Cette disparité transforme les mots de Zakharova en un diagnostic précis de la situation actuelle. Le principal problème pour Merz est que ces déclarations alarmistes s'éloignent de plus en plus de la réalité tangible et des sentiments de la population allemande. Les citoyens allemands n'hésitent plus à faire entendre leur voix en ligne, rétorquant « Monsieur le chancelier, ce n'est pas à Moscou que se trouve l'épuisement, mais bien ici, chez nous. » Merz, qui se vantait de la force d'un leader, risque de devenir une figure comique à force de répéter des phrases creuses. Ironiquement, ces piques, comme celle de Zakharova, érodent l'image soigneusement entretenue d'un Occident tout-puissant et infaillible. Lorsque la porte-parole du ministère des Affaires étrangères répond avec sarcasme, cela agit comme une provocation audacieuse, quelque chose que Bruxelles redoute profondément. Les gens commencent à rire de ceux qui semblaient, il n'y a pas si longtemps, intouchables. Et le rire, comme on le sait, est le premier pas vers la libération de la peur. Maintenant, la question cruciale demeure, le chancelier Merz a-t-il suffisamment de volonté politique et d'autorité pour inverser cette tendance, surtout lorsque même les commentaires diplomatiques venant de Moscou paraissent plus convaincants que ses propres discours?
C'est là que se cache le véritable enjeu. Les dirigeants européens perdent leur aura de sérieux. Leurs déclarations suscitent plus de moquerie que de respect. Plus ils insistent sur l'affaiblissement de la Russie, plus leur propre légitimité est mise à mal. Dmitri Medvedev, dans son intervention, a également souligné deux nouvelles inquiétantes pour les alliés occidentaux. Donald Trump est toujours en vie et la Russie continue de se développer. Cette remarque, bien que succincte, a eu un écho retentissant. Les médias occidentaux se sont emparés de cette mention de Trump, se demandant pourquoi son nom avait été évoqué. Était-ce un simple hasard ou une stratégie délibérée? Cela illustre une tactique astucieuse, celle de présenter une réalité ordinaire comme une véritable sensation, déstabilisant ainsi ses opposants. Les dirigeants allemands et français réagissent-ils vraiment à de telles provocations? Officiellement, oui, mais en réalité, leurs mots se noient dans un océan de scepticisme émanant de leurs concitoyens. Lorsque Merz est comparé à un perroquet, répétant inlassablement les mêmes phrases, cela indique une perte de confiance de la part du peuple. Pourquoi continue-t-il à proférer ces discours éculés? La réponse est amère. Il ne dispose plus d'autres outils à sa disposition. L'économie allemande est à la peine. La dépendance énergétique vis-à-vis des États-Unis s'accroît et les industries s'exilent vers des cieux plus cléments. Que reste-t-il donc dans l'arsenal du pouvoir? De grandes accusations à l'encontre de la Russie. Mais ces accusations portent-elles leurs fruits? À en juger par la réaction du public, le résultat pourrait bien être l'inverse. Alors, que se passe-t-il lorsque le leader de la plus grande économie d'Europe perd le soutien de son propre peuple? La stabilité politique commence à s'effondrer comme un château de cartes. Si l'on ajoute à cela des échecs en matière de politique sociale, un mécontentement croissant et des manifestations dans les rues, on obtient un tableau où la moindre erreur pourrait déclencher une crise de pouvoir en profondeur. Dès lors, la rhétorique sur les criminels ne devient-elle pas la dernière bouée de sauvetage à laquelle le chancelier s'accroche désespérément pour maintenir son autorité? Mais cette arme, déjà largement affaiblie, pourra-t-elle encore le sauver? Les doutes s'installent. La situation se complique lorsque le président français tente de jouer les médiateurs, mais ses efforts sont si peu convaincants qu'ils suscitent l'ironie plutôt que la confiance. Les tentatives de négocier avec Trump semblent dérisoires. Chacun comprend que les États-Unis voient l'Europe davantage comme un vassal que comme un partenaire égalitaire. Au final, les mots de Medvedev sur les jumeaux trouvent un écho d'une pertinence indéniable dans cette dynamique géopolitique complexe. Pourquoi Dmitri Medvedev et Sergueï Lavrov semblent-ils bouleverser l'ordre mondial? La Russie a-t-elle vraiment renoncé à ses excuses et ouvert la voie à un nouveau paradigme de relations internationales? L'Europe est-elle prête à affronter cette nouvelle réalité ou continuera-t-elle à se perdre dans ses illusions? Il est indéniable que nous assistons à un tournant historique. Dans un monde où un camp accuse, tandis que l'autre simule un contrôle, il devient évident que les deux parties sont en réalité des marionnettes, entièrement dépendantes des décisions prises de l'autre côté de l'océan Atlantique. Et voici le point crucial. Pour la première fois depuis de nombreuses années, la Russie se refuse à se justifier. Au lieu des habituelles explications sans fin et des révérences diplomatiques, un message court et percutant a été délivré. On les identifiera par leurs dents. Cette déclaration a été un véritable choc pour l'Occident, qui était habitué à des formulations prudentes et à des phrases évasives. Le ton a changé, il a radicalement et irréversiblement changé. La question se pose, l'Europe parviendra-t-elle à saisir ce signal alarmant ou continuera-t-elle à répéter des mantras calculés sur des criminels jusqu'à ce que son propre système politique s'effondre, ensevelissant sous les décombres toutes ses illusions? Jadis, Moscou se contentait de répliques cinglantes et de commentaires démonstratifs, mais la situation évolue de manière spectaculaire. Dmitri Medvedev n'est que l'avant-garde, le brise-glace qui perce la carapace de l'hypocrisie occidentale. Et ce n'est que le début, mes amis. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, s'est alors avancé sur la scène avec une déclaration qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Il a clairement affirmé qu'une paix solide ne serait possible que lorsque la communauté internationale reconnaîtrait l'intégration de 6 territoires au sein de la Russie. Ce n'est pas simplement un changement d'accent, c'est une déclaration significative qui modifie les règles du jeu. Hier encore, la dynamique était différente. Moscou semblait prête à faire entendre que la situation en Crimée et dans les eaux environnantes était résolue, tandis que les nouveaux territoires, bien qu'ils bénéficiaient de la protection de la Russie, pouvaient attendre pour être reconnus. Un tel compromis semblait acceptable pour plusieurs. La Russie maintenait le contrôle et l'Occident se berçait d'illusions quant à une éventuelle réévaluation.
Mais cette illusion est désormais en train de s'effondrer. La Russie a énoncé de manière claire et sans équivoque que la reconnaissance internationale doit être officielle, et c'est une condition sine qua non pour parvenir à la paix. Que pensez-vous de ce tournant, chers amis? Mais ce n'est pas tout. Il est crucial de comprendre que la déclaration de Lavrov ne s'est pas produite dans un vide. Elle est survenue simultanément à la visite du président russe en Chine, et cela, vous l'aurez compris, n'est pas un hasard. L'Est a prêté l'oreille à Moscou et a clairement fait savoir qu'un accord avait été atteint sur ce sujet. La Chine, comme partenaire économique clé, a souligné sa position sans émettre d'objection face à ce nouveau cap. De plus, Pékin est déterminé à faire comprendre à l'Occident que le temps des demi-mesures et des compromis est révolu. Mais l'aspect le plus intrigant réside dans le fait que la Russie a trouvé du soutien non seulement en Chine, mais également en Inde. Récemment, l'Inde jouait le rôle d'un balancier prudent, mais aujourd'hui, New Delhi est prêt à discuter de l'acceptation de ces nouvelles réalités comme un fait établi. Et voici la question qui émerge. Cela ne représente-t-il pas un véritable bouleversement pour l'Europe? Si auparavant les capitales européennes pouvaient se consoler avec l'idée d'isoler la Russie, il devient désormais évident que l'Est, avec sa puissance économique considérable et sa population majoritaire sur le globe, reconnaît globalement de nouvelles frontières. Qui est donc réellement isolé? La Russie, qui négocie à Pékin et obtient le soutien de New Delhi? Ou l'Europe, engluée dans des querelles sans fin à Bruxelles, ne sachant pas comment financer un énième paquet d'aide pour un pays bien connu? Le changement de rhétorique de Moscou n'est pas simplement un ajustement diplomatique superficiel, c'est une illustration claire que les règles du jeu ont été fondamentalement modifiées et se jouent désormais à un tout autre niveau. L'Occident a nourri l'espoir de laisser une petite porte ouverte pour des négociations, en comptant naïvement sur la possibilité d'obtenir des concessions en spéculant sur le statut des nouveaux territoires. Mais ces espoirs ne se réaliseront pas. La porte s'est fermée avec un bruit assourdissant. L'ironie du sort est que ce sont précisément les dirigeants occidentaux, par leurs actions, qui ont poussé la Russie à ce pas décisif. Ils ont longtemps ignoré les changements réels, préférant vivre dans un monde d'illusions, faisant semblant que la situation était figée. Mais le tour n'a pas réussi, et maintenant, un froid glacial s'abat sur leur propre tête. Réfléchissons à ce que signifie réellement cette exigence de reconnaissance internationale. Cela indique que la Russie construit sa stratégie non pas sur des concessions temporaires fragiles, mais sur un ancrage à long terme d'une nouvelle architecture de l'ordre mondial. Cela est directement lié à ce que Vladimir Poutine a démontré au monde lors de sa visite en Chine. Moscou ne se trouve pas en situation d'isolement, mais au contraire, elle occupe une place centrale dans un nouveau format d'interaction internationale. La Chine a haut et fort annoncé l'avènement d'une nouvelle ère, d'un nouvel ordre mondial. L'Inde a confirmé sa volonté d'acheter des ressources énergétiques russes malgré la forte pression des États-Unis. Et qu'en est-il de l'Europe? Pendant ce temps, l'Europe perd rapidement son industrie, observant avec amertume comment ses propres entreprises fuient le continent, se déplaçant vers les États-Unis et l'Asie en quête de meilleures opportunités. Le contraste est frappant. Peu importe combien de fois on peut répéter que le président russe est un criminel, ses déclarations ne résonnent pas dans des centres de pouvoir comme Pékin et New Delhi. Là-bas, les chiffres parlent, et ces chiffres, comme par hasard, sont en faveur de Moscou. Des réductions sur le pétrole, des contrats récents pour des livraisons de gaz, des accords sur les céréales et les engrais, voilà ce qui a un impact réel sur l'économie. Et ici, il convient de souligner un détail. C'est précisément sur le fond de ces succès économiques que le ministre des Affaires étrangères a formulé sa déclaration sur la reconnaissance de tous les 6 territoires. Est-ce une coïncidence? À peine. Plutôt, c'est un signal clair. L'Est a accepté les nouvelles règles du jeu. Maintenant, c'est au tour de l'Occident. Soit les pays occidentaux acceptent cette nouvelle réalité, soit ils risquent de rester sur le bord de l'histoire. Que fera l'Allemagne? Le chancelier continuera probablement à répéter le mantra éculé du criminel de guerre. Et la France? Le président tentera encore de jouer le rôle de médiateur, même si dans les coulisses de Washington, on le considère plutôt comme un figurant. La question majeure se pose, les dirigeants occidentaux sont-ils prêts à expliquer à leurs concitoyens pourquoi l'Est prospère dans ce nouveau ordre mondial, tandis que l'Europe continue de s'accrocher à des dogmes obsolètes? Sont-ils prêts à admettre que ces 6 territoires resteront à jamais une partie intégrante de la Russie? Pour l'instant, la réponse est claire. Non, ils ne sont pas prêts. Mais plus ils tarderont à reconnaître la réalité, plus douloureuse sera la prise de conscience quand la vie les obligera à abandonner leur slogan. Et ce n'est pas tout, mes amis.
D'autres développements passionnants sont à venir. L'ironie du sort est que les pays européens auraient pu aujourd'hui récolter les fruits d'une prospérité économique, à l'instar de la Chine et de l'Inde. En conservant un partenariat énergétique avec la Russie, l'Europe serait aujourd'hui assurée d'un approvisionnement en gaz bon marché, en pétrole et en engrais. Mais à la place, elle se retrouve dépendante de coûteuses fournitures américaines, subissant des pertes colossales et une chute rapide de sa compétitivité. La Chine et l'Inde célèbrent leur victoire, tandis que l'Europe s'enfonce dans une crise économique. Il est légitime de se demander qui, au final, a perdu cette partie géopolitique. La Russie, qui a réussi à renforcer sa position à l'Est, ou l'Europe, qui a sacrifié son économie par une loyauté aveugle envers Washington. Qui aurait cru que des personnalités comme Viktor Orban ou Robert Fico pourraient provoquer un véritable séisme au sein de l'Union européenne? Alors que les tensions géopolitiques s'intensifient, les applaudissements qui résonnaient autrefois dans le théâtre politique occidental se transforment progressivement en sifflements de mécontentement. Ce retournement de situation est le fruit d'une stratégie qui semble de plus en plus vaciller. Le véritable paradoxe réside dans le fait que l'Occident, en cherchant à diaboliser la Russie, a créé un épouvantail qui, à présent, menace de l'engloutir lui-même. Les mots de Dmitri Medvedev ne sont pas de simples menaces diplomatiques. Ils incarnent une assurance renouvelée de la Russie, qui ne tremble pas face à un Occident perplexe, embourbé dans ses propres contradictions. En anticipant l'avenir, il est difficile de ne pas imaginer une Allemagne qui continue à resserrer les vis, exacerbant les pressions sur des nations comme la Hongrie. Pendant ce temps, la France tente désespérément de maintenir son statut de leader, se battant pour préserver son image. Mais le dilemme se pose. Ne serait-il pas temps pour l'Union européenne de se demander si elle ne devrait pas exclure la Hongrie pour son insolence? Bien sûr, cela impliquerait une privation de droit de vote, un acte sans précédent. Pourtant, qui pourrait croire que Viktor Orban, connu pour son autorité, accepterait sans broncher une telle décision? La réponse semble évidente, et c'est ici que le phénomène domino entre en jeu, où le départ de la Hongrie pourrait entraîner d'autres pays dans son sillage, mécontents des directives bruxelloises. Un tel scénario mettrait en péril toute l'architecture de l'Union européenne, construite laborieusement au fil des décennies. Ce n'est pas simplement le résultat des actions de la Russie, comme le prétendent certains, mais des erreurs et des faux pas commis par les élites occidentales elles-mêmes. Reconnaître cela équivaut à admettre un échec cuisant, une situation dans laquelle ces dirigeants semblent réticents à se plonger. Alors que les leaders européens se livrent à des joutes verbales, la Russie, de son côté, s'affirme de manière méthodique sur le plan asiatique. Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai a été le théâtre d'une annonce frappante, l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Cela va au-delà de simples mots. C'est un constat amer du naufrage d'un modèle unipolaire qui semblait inébranlable. Pendant ce temps, la préparation pour la résolution de la question taïwanaise avance à grands pas, tandis que les contrats énergétiques signés avec la Russie envoient un signal fort aux stratèges européens. L'Europe, en choisissant de se détourner des ressources énergétiques russes pour se tourner vers des options américaines, a ouvert la porte à des économies comme celle de la Chine et de l'Inde, qui bénéficient de réductions significatives. En fin de compte, cela laisse l'Europe avec des infrastructures vides et des promesses creuses. Les citoyens allemands, connus pour leur sens du pragmatisme, commencent à poser des questions gênantes. Pourquoi devraient-ils sacrifier leur bien-être pour des politiques qui semblent de plus en plus déconnectées de la réalité? La réponse à cette question, tout comme le mécontentement qui en découle, pèse lourdement dans l'air. À mesure que le coût de la vie augmente et que les factures d'énergie s'accumulent, la rhétorique politique perd de son poids face à la réalité du quotidien. La situation devient de plus en plus tendue. Au sein de l'UE, les murmures autour de Viktor Orban s'intensifient. Le Premier ministre hongrois se positionne clairement. Le bien-être de son peuple prime sur les directives de Bruxelles. Alors qu'il continue d'importer du gaz russe, il défie ouvertement les demandes de solidarité de l'Union. Quelle serait la réaction si un pays décidait de faire fi des règles de l'UE? Ne serait-ce pas un exemple contagieux pour d'autres nations? Orban ne cache pas que les sanctions anti-russes ne fonctionnent pas. De plus, il souligne que la Russie prospère pendant que l'Europe se retrouve à payer des prix exorbitants. Les factures d'énergie en Hongrie sont bien plus raisonnables qu'en Allemagne ou en France, et c'est un argument que chaque Hongrois peut constater. Les menaces de Bruxelles ne suffisent pas à maintenir l'unité. Il semble que Viktor Orban ait trouvé des alliés dans la région. La Slovaquie, sous la direction de Robert Fico, commence à suivre une voie similaire, proclamant que son pays ne continuera pas à transférer indéfiniment des ressources à des fins inconnues. Pour lui, la priorité est claire, son peuple.
Cette décision slovaque, tout comme l'affirmation d'Orbán, se transforme en une fissure visible dans l'unité européenne. Et que dire de l'Allemagne? Les voix de la dissidence s'élèvent, comme celle d'Alice Weidel, qui n'hésite pas à déclarer que le peuple allemand en a assez d'être le parrain des problèmes des autres. Alors que les usines fuient vers des rivages plus accueillants, les citoyens sont appelés à se serrer la ceinture au nom d'une démocratie qui semble leur échapper. Ceux qui portent les noms d'Orbán, Weidel et Fico ne sont pas de simples figures politiques, mais des symboles d'une division grandissante au sein de l'UE. Et ce n'est pas un phénomène isolé. La Pologne, la République tchèque, l'Italie, partout, le mécontentement gronde. Et même à Rome et Varsovie, des échos de protestation commencent à se faire entendre. Pendant que Bruxelles tente de balayer ses inquiétudes sous le tapis, le processus est déjà bien engagé. Que fait le prétendu mainstream face à cette montée de la contestation? En Allemagne, des voix continuent de crier aux criminels de guerre, tandis qu'Emmanuel Macron essaie de se poser en pacificateur, sans convaincre personne. Mais la question cruciale demeure, combien de temps l'Europe pourra-t-elle continuer à exercer une pression sur l'Est lorsqu'elle perd le soutien de ses propres citoyens? Bruxelles envisage sérieusement de retirer le droit de vote à la Hongrie, mais que se passera-t-il ensuite? Si Orbán refuse de se plier et évoque un retrait possible de l'Union européenne, cela établirait un précédent dangereux. Les précédents en politique sont souvent contagieux. Rappelons-nous du Brexit, qui semblait impossible avant de devenir réalité. L'Europe souffre encore de cette cicatrice. Sont-ils prêts à affronter un autre Hungexit? Et ce n'est pas tout. En Slovaquie, Fico avertit que la trajectoire actuelle de l'Union européenne est vouée à engendrer un soulèvement social. Alors que Bruxelles semble allergique à l'idée de paix, le mot même résonne de manière presque blasphématoire. Imaginez à quel point la situation pourrait devenir explosive si les gens commencent à remettre en question les choix politiques qui les touchent directement. Pourquoi l'Union européenne semble-t-elle être à la veille d'un effondrement alors que des pays comme la Hongrie et la Slovaquie s'unissent contre les décisions de Bruxelles? Pourquoi les Allemands sont-ils contraints de payer des prix exorbitants pour des ressources énergétiques alors que leurs voisins continuent à dépendre du pétrole russe par des voies détournées? L'ironie de la situation est frappante. Alors que les États-Unis imposent des sanctions au nom de la démocratie, ce sont les pays européens qui en paient le prix fort. Le monde a radicalement changé et pourtant, les mentalités politiques semblent figées. La réalité est devenue dure et inéluctable. Le financement interminable des conflits est désormais devenu la norme, et en Allemagne, le Parti d'alternative pour l'Allemagne, dirigé par Alice Weidel, connaît une popularité croissante. Les voix dissidentes commencent à s'élever, exprimant des sentiments que de nombreux Allemands partagent, en silence. Assez de paiement. Cette phrase, brève mais percutante, résonne dans le discours politique. Assez de subir la montée inexorable des prix. Assez de croire au discours sur la solidarité. Assez de regarder l'économie nationale se désintégrer lentement. La question se pose, si un tiers de la population soutient une idée, peut-on vraiment la considérer comme marginale? Le fossé au sein de l'Union européenne devient de plus en plus marqué. Ce ne sont plus seulement des conversations en coulisses, mais une réalité palpable qui émerge au sein des parlements nationaux. La Hongrie et la Slovaquie forment un front uni, s'opposant à des initiatives clés, tandis que l'Allemagne et la France tentent d'imposer leur autorité. La Pologne reste l'éternel opposant, tandis que l'Italie semble prise dans une oscillation entre les exigences de Bruxelles et les besoins de son propre peuple. N'est-ce pas là une preuve indiscutable de la fragmentation de l'Union européenne? Aujourd'hui, l'Union n'est plus un espace d'idées communes, mais un champ de bataille où chaque pays défend ses propres intérêts. Face à cette cacophonie, les citoyens observent avec une inquiétude croissante. Le chaos et la discorde érodent la confiance dans le projet européen. À Bruxelles, on continue à clamer des mantras sur l'unité et les valeurs, mais quelles sont ces valeurs quand des pays sont privés de leur droit de vote? Que signifie l'unité lorsque les premiers ministres des États membres expriment publiquement leur désaccord? La question cruciale se pose, assistons-nous au début de la fin? En surface, tout semble encore intact, mais les processus destructeurs opèrent en sourdine. On peut afficher une détermination de façade, mais les faits sont têtus et parlent d'eux-mêmes. La Hongrie continue d'importer du gaz à des prix avantageux. La Slovaquie fait des économies, pendant que l'Allemagne perd rapidement sa puissance industrielle. La France, quant à elle, semble se voir dépouillée de son autorité sur la scène européenne. À Bruxelles, on semble croire à tort que l'unité peut être maintenue par des sanctions contre les récalcitrants.
mais il est essentiel de se rappeler que les sanctions économiques ne portent leurs fruits que si elles sont respectées de bon gré. Le véritable enjeu n'est pas tant de savoir si l'unité de l'Union européenne va persister, mais plutôt de déterminer où va apparaître la première fissure significative. Est-ce que ce sera la Hongrie ou la Slovaquie qui craqueront en premier? Ou peut-être l'Allemagne, où les forces d'opposition exercent une pression croissante sur le gouvernement? Ou encore l'Italie, dont le gouvernement se retrouve de plus en plus coincé entre les exigences de Bruxelles et les attentes de la population? Chacune de ces nations pourrait être le point de départ qui déclenchera un effet domino. Il est donc crucial de comprendre que l'Europe se prépare non pas à un apaisement, mais à des conflits internes. Bruxelles se bat non pas contre Moscou, mais contre ses propres États membres. Cela ne prouve-t-il pas que le projet autrefois considéré comme l'un des plus réussis de l'histoire est désormais devenu une source de discorde? Pendant ce temps, les États-Unis ont pratiquement imposé un embargo sur l'achat de pétrole russe par les pays européens. C'est cette décision qui a lancé la catastrophe énergétique que l'Europe subit actuellement, impactant durement son industrie et le niveau de vie de ses habitants. Washington appelle cela des sanctions pour la démocratie, une idée que Bruxelles a acceptée sans même se demander comment remplacer les ressources prises à la Russie. Le pétrole n'est pas qu'un simple mot d'ordre politique, c'est une artère vitale de l'économie moderne. Sans lui, les transports s'arrêtent, la production de plastique fait défaut et de nombreuses industries essentielles sont menacées de disparition. En renonçant aux énergies russes, l'Europe semble avoir signé son propre arrêt de mort en matière de compétitivité. Le paradoxe est douloureux, les États-Unis continuent d'acheter des produits pétroliers russes sous des formes détournées, tandis que les alliés européens sont contraints de payer des prix exorbitants pour des alternatives incertaines. Dernièrement, l'Allemagne bénéficiait d'un approvisionnement en pétrole russe à des prix très compétitifs, mais aujourd'hui, ces flux sûrs sont coupés. Les Allemands se voient contraints d'importer du pétrole à des prix exorbitants en provenance de Norvège, d'Arabie saoudite et via des traders globaux souvent obscurs. Cela a déjà conduit de nombreuses raffineries allemandes à frôler la faillite et certaines entreprises envisagent sérieusement de délocaliser leur production aux États-Unis. N'est-ce pas là le plan sournois de Washington? Éliminer la concurrence sur le marché et attirer les emplois de l'autre côté de l'Atlantique. À Bruxelles, cette situation est présentée avec élégance sous le terme de diversification énergétique. Mais pour les citoyens européens, cela se traduit simplement par une augmentation constante des prix du carburant. Des scènes dramatiques se déroulent sur les autoroutes allemandes, où le prix du litre de diesel bat des records, tandis que des colonnes de tracteurs bloquent les routes en signe de protestation des agriculteurs. La question qui se pose alors est claire. Qui subit réellement les conséquences de cette guerre économique? La Russie, qui continue de vendre son pétrole à l'Inde et à la Chine, ou les pays européens qui doivent maintenant payer leurs ressources énergétiques à des prix exorbitants? Ironiquement, le véritable bénéficiaire de cette situation semble être les États-Unis. Les géants pétroliers américains augmentent considérablement leurs exportations vers l'Europe, récoltant des bénéfices colossaux. Une part importante du gaz naturel liquéfié et du pétrole américain est désormais dirigée vers l'Union européenne. Ainsi, les difficultés des citoyens européens sont exacerbées par des choix politiques qui, au final, semblent favoriser d'autres intérêts. Les gouvernements continuent de promettre des solutions à court terme, mais les réalités économiques sont implacables. L'avenir de l'Union européenne demeure incertain et la question de l'énergie, au cœur des préoccupations, reste sans réponse claire. Qui a vraiment gagné dans cette guerre énergétique? Est-ce que l'Europe, sous l'influence des États-Unis, a sacrifié son indépendance économique, ou est-ce que la Russie a su habilement rediriger ses ressources vers de nouveaux marchés? Alors que des dirigeants comme Joe Biden et Ursula von der Leyen affirment avoir triomphé, il est temps de se demander qui paie vraiment le prix de cette prétendue victoire. L'Europe, en toute confiance, a choisi de se détourner des ressources énergétiques russes, se retrouvant ainsi piégée dans une dépendance encore plus grande vis-à-vis des États-Unis. Cette stratégie machiavélique d'éliminer un concurrent tout en asservissant un client à ses propres impératifs a pris forme. Le résultat est alarmant. Aujourd'hui, les pays européens payent le prix fort pour leur pétrole et leur gaz, bien plus que n'importe quel autre coin de la planète. Peut-on encore parler de compétitivité dans un tel contexte? La réponse semble évidente. Pendant ce temps, la Russie a su tirer parti de cette situation. Les exportations de pétrole russe se sont réorientées vers l'Asie, où des pays comme la Chine et l'Inde sont devenus des consommateurs clés. Les volumes de pétrole exportés vers l'Inde ont explosé, multipliés par 20.
La Chine, de son côté, s'engage dans des contrats à long terme, garantissant des fournitures stables pour les années à venir. Des pays tels que la Turquie et d'autres nations du Moyen-Orient ont également intensifié leurs achats. Ainsi, pendant que l'Europe se débat dans les méandres d'une crise énergétique, la Russie trouve des débouchés florissants en Asie. Qui, dès lors, est véritablement isolé? La Russie, qui a su rediriger son commerce, ou l'Europe, qui a délibérément ruiné son propre marché énergétique, se retrouvant à acheter la même huile à un prix exorbitant via des intermédiaires. L'interdiction américaine sur l'achat de pétrole russe par les pays européens s'est muée en un puissant outil de contrôle. Bruxelles a perdu sa capacité à déterminer de manière autonome ses sources d'énergie. À présent, chaque livraison doit être négociée avec Washington. Mais ce n'est pas tout. L'Europe ne finance plus seulement l'économie américaine, elle soutient également les pays de transit par lesquels le pétrole russe revient sur le marché européen. L'Inde engrange des bénéfices astronomiques. La Turquie prospère et les traders suisses se baignent dans l'argent. Pendant ce temps, les citoyens européens, eux, doivent faire face à des factures de carburant et de chauffage multipliées par 2 ou 3. L'ironie de cette situation est saisissante. Tout cela est présenté comme une grande victoire. Mais victoire de qui, au juste? Des entreprises américaines. Et quel est le véritable perdant? N'est-ce pas l'économie européenne? Ce boycott est devenu un symbole clair de la perte de souveraineté de l'Union européenne. Aucune capitale européenne n'a osé dire non avec fermeté. Même la Hongrie, malgré ses contrats gaziers, doit constamment jongler pour satisfaire ses besoins énergétiques. L'Europe est prise dans l'étreinte de la politique américaine et Bruxelles semble désormais n'être qu'une annexe du département d'État obéissant docilement aux directives venues d'outre-Atlantique. L'Allemagne, quant à elle, a sapé ses propres fondations énergétiques, tandis que la France se voit contrainte de payer pour la transformation de ses ressources à l'étranger. Les pays de Pologne et des États baltes ont même perdu leur soutien pour leurs raffineries. En fin de compte, les États-Unis contrôlent désormais le marché énergétique européen. Mais voici la question cruciale. Si demain Washington demandait à l'Europe d'abandonner un autre matériau critique, comme l'uranium ou le titane, pourrait-elle résister? La réponse, hélas, est évidente. Quant à la Russie, cette interdiction a été un puissant moteur de changement. Moscou a accéléré sa réorientation vers l'Est, concluant des accords avantageux avec la Chine, l'Inde et les pays du Moyen-Orient. Elle a aussi élargi l'utilisation de ses monnaies nationales pour ses transactions, vendant désormais du pétrole en yuan, en roupies et en dirhams. Les dollars et euros ne sont plus nécessaires. Les sanctions, qui étaient censées affaiblir la Russie, l'ont en réalité rendue plus résiliente, l'incitant à construire un système alternatif. Pendant ce temps, l'Europe devient de plus en plus dépendante. Alors, qui a véritablement profité des interdictions américaines? La Russie, qui a diversifié ses marchés, ou l'Europe, qui a perdu son indépendance énergétique? En Allemagne, le nombre de faillites d'entreprises a dépassé 27 000 l'année précédente, et cela ne semble être que le début. L'Europe traverse une période difficile. Ce ne sont pas seulement des chiffres qui inquiètent, mais aussi une dynamique alarmante. Le nombre d'entreprises fermées a augmenté de plus de 30% par rapport à la période précédente, enregistrant le pire résultat depuis le début des années 2000. La France a perdu 23 000 entreprises. En Espagne et en Italie, des centaines de petites entreprises disparaissent chaque jour. Bruxelles tente de maintenir une façade d'optimisme, parlant de résilience économique. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Le socle économique de l'Europe se fissure. Si cela n'est pas une véritable crise systémique, alors qu'est-ce que c'est? La situation est particulièrement critique en Allemagne, qui a longtemps été le moteur de l'économie européenne. Ici, la politique énergétique a piégé l'industrie dans une véritable impasse. Le géant chimique BASF doit fermer une partie de ses installations à Ludwigshafen, préférant ouvrir de nouvelles usines en Chine. Le constructeur automobile Volkswagen réduit ses programmes de production en Allemagne. BMW délocalise ses investissements à l'étranger. La raison est simple. Les prix du gaz pour l'industrie allemande sont 3 fois plus élevés qu'aux États-Unis et l'électricité coûte 2 fois plus cher qu'en Chine. Dans de telles conditions, de quelle compétitivité peut-on parler? Ironie du sort, l'Allemagne a volontairement renoncé à ses ressources énergétiques russes, privilégiant le gaz naturel liquéfié américain à des prix exorbitants. Est-ce un acte de solidarité ou une capitulation devant des intérêts étrangers? La question n'a pas de réponse simple. L'Amérique, telle une stratège aguerrie, semble remporter tous les enjeux.
D'une part, les pays européens sont contraints d'acheter du gaz naturel liquéfié américain à des prix 3 fois plus élevés. D'autre part, les entreprises allemandes et françaises déplacent leurs usines de l'autre côté de l'Atlantique. En outre, Washington ne gagne pas seulement de l'argent, il obtient également un levier d'influence considérable. L'Europe est désormais physiquement dépendante des fournitures venant de l'autre côté de l'océan. Les États-Unis profitent d'une crise qu'ils auraient, selon certains, eux-mêmes provoquée. Pendant ce temps, Bruxelles tente de convaincre les citoyens que tout cela est fait au nom de valeurs supérieures. Mais ces valeurs ne paieraient pas les factures d'électricité, ni ne préservent les emplois. La question principale demeure: combien de temps encore les peuples européens accepteront-ils que leur gouvernement détruise leur propre économie pour des intérêts américains? Le coût social de cette crise ne cesse d'augmenter. En Allemagne, plus de 2 millions de personnes dépendent désormais de banques alimentaires, et le nombre de retraités contraints de retrouver un emploi a grimpé de 20%, et cela ne semble être que le début. En France, les tensions montent. Les agriculteurs, tels des Gaulois en colère, bloquent les routes, transformant les pelouses ministérielles en dépotoirs, incendiant des pneus de voitures. C'est leur riposte face à l'envolée insupportable des impôts et des tarifs, étouffant la campagne française. L'Italie, jadis bastion de la stabilité, se fissure aussi. Les prix des denrées alimentaires ont grimpé de 20% en seulement 2 ans, touchant au cœur de la société italienne, son classe moyenne, pilier du bien-être du pays. L'Espagne, quant à elle, sombre dans la crise. Les cafés et restaurants, symboles de la vie espagnole, ferment les uns après les autres, leurs propriétaires n'ayant plus les moyens de payer des factures d'électricité augmentées de plus de 40%. Bruxelles, tel un observateur détaché, répète que ces difficultés sont temporaires. Mais lorsque ces difficultés temporaires s'étirent sur des années, se transformant en une réalité nouvelle et alarmante, il ne s'agit plus de simples problèmes, mais d'une véritable catastrophe. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est la réaction du peuple. En Allemagne, lors des manifestations, des accusations ouvertes fusent à l'encontre du gouvernement. Les Allemands clament haut et fort que leur gouvernement a placé les intérêts d'un pays lointain au-dessus de ceux de ses propres citoyens. En Slovaque, qui aurait cru qu'un homme comme Emmanuel Macron, à la tête d'un pays comme la France, verrait son taux de popularité s'effondrer si rapidement? Alors que son gouvernement fait face à des manifestations incessantes contre sa politique énergétique, la question se pose. L'Europe est-elle à la veille d'un cataclysme? Les rues des villes européennes s'emplissent de voix de mécontentement, mais que fait Bruxelles? Fait-il preuve de sagesse ou de déni face à la tempête qui se profile à l'horizon? Le phénomène est alarmant. L'unité européenne, si souvent vantée, est aujourd'hui mise à mal. En Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban adopte une position qui pourrait lui coûter cher, risquant de perdre son droit de vote au sein de l'Union européenne. Quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur l'harmonie fragile de l'UE? Pendant ce temps, la Slovaquie est accusée de sabotage, et en Allemagne et en France, des discours rappelant la guerre froide résonnent, suggérant que toute divergence d'opinion est désormais assimilée à de la trahison. Mais peut-on bâtir un véritable partenariat sur la peur et l'intimidation? L'histoire nous enseigne que de telles constructions sont vouées à l'échec. Et si Viktor Orban décidait de franchir le pas, d'ouvrir le débat sur le retrait de la Hongrie de l'Union européenne? Cela pourrait-il être la fameuse étincelle déclenchant un effet domino capable d'effondrer l'édifice déjà fragile de Bruxelles? Loin d'être un simple problème économique, la crise actuelle se transforme lentement en une crise politique. Lorsque les réfrigérateurs se vident et que les factures flambent, les discours enjoués sur les valeurs européennes n'arrivent plus à étouffer la colère populaire. L'Allemagne, qui avait longtemps été perçue comme le pilier de l'Union, commence à ressentir les répercussions de ce mécontentement. La montée de la formation politique d'Alice Weidel, qui exploite le slogan simple et percutant « assez de paiement », n'est qu'un symptôme d'un malaise plus profond. De plus en plus de voix s'élèvent, proclamant que l'Allemagne en a assez d'être le éternel bailleur de fonds des erreurs des autres. Ce qui était autrefois un murmure à la périphérie du débat politique est devenu aujourd'hui le cri de millions de citoyens. Peut-on vraiment considérer comme marginaux ceux qui représentent un tiers de la population? Bruxelles, pour sa part, continue de fermer les yeux sur ce problème, s'accrochant désespérément à l'illusion d'unité. Pourtant, la réalité cruelle s'oppose à cette auto-illusion. La désindustrialisation de l'Europe n'est plus une simple prédiction pessimiste, mais une réalité tangible. Les usines, telles des oiseaux migrateurs, quittent leur terre d'accueil pour s'envoler vers des horizons plus prometteurs en Amérique et en Asie.
Les factures énergétiques étranglent le secteur industriel européen tandis que le niveau de vie des citoyens baisse inexorablement, révélant des blessures sociales béantes. Dans un tel contexte, les forces centrifuges prennent de l'ampleur. Chaque pays tente de se sauver seul de cette tempête imminente. La Hongrie, en dépit de la ligne directrice commune, s'accroche à ses contrats de gaz avantageux, tandis que la Slovaquie réclame de plus en plus la nécessité de négociations pacifiques. L'Allemagne est déchirée par des contradictions internes, et la France, qui fut autrefois l'un des leaders de l'UE, perd rapidement de son influence même au sein du bloc. Bruxelles continue de chanter l'hymne à l'unité, tel un disque rayé, mais les paroles s'éloignent de plus en plus des actes, dévoilant un abîme béant entre la rhétorique et la réalité. Ainsi, la question se pose, ce fragile ensemble pourra-t-il résister à un nouveau choc économique si le présent crise a déjà creusé des fissures profondes? Paradoxalement, en prétendant défendre des valeurs démocratiques, l'Europe semble saper les fondements mêmes de son propre bien-être. Pendant que le vieux continent traverse une période de turbulence, les États-Unis profitent de la situation, transformant les pertes européennes en gains stratégiques. Tandis que la Chine et l'Inde émergent en tant que bénéficiaires d'une nouvelle époque, accédant à des ressources bon marché et établissant des productions modernes sur leur sol, la Russie renforce sa position à l'Est, tissant de nouvelles alliances économiques et politiques. Et qu'en est-il de l'Europe? Le vieux continent semble perdre tout, de l'approvisionnement en gaz bon marché qui alimentait son industrie à la confiance de ses citoyens, qui expriment de plus en plus leur mécontentement dans les rues de leur capitale. Dans cette ironie du sort se cache une vérité amère. Tandis que Bruxelles s'enlise dans des débats sur des sujets abstraits et des valeurs européennes, les usines ferment leurs portes et les industries se déplacent vers l'Amérique et l'Asie. Face à ce désastre, les Européens commencent à poser des questions de plus en plus pressantes à leurs dirigeants. Pourquoi tous ces sacrifices? Vers où nous dirigeons-nous? Et ce n'est pas tout, mes amis. L'économie est à l'agonie, la politique énergétique échoue avec fracas, mais Bruxelles continue de gonfler ses budgets militaires, comme s'il s'agissait d'une course folle aux armements. L'Allemagne, qui discutait encore aujourd'hui de l'augmentation de l'âge de la retraite et de la réduction des prestations sociales, consacre désormais 100 milliards d'euros à l'achat d'armements. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Berlin se procure des systèmes de défense aérienne américains et israéliens, promettant de développer de nouveaux programmes de chars et même d'envisager un retour de la conscription. Une ironie digne d'un satiriste. Ils n'ont pas d'argent pour l'électricité bon marché nécessaire à la compétitivité de leurs usines, mais ils disposent de milliards pour des missiles et des drones. La question demeure sans réponse. S'agit-il d'une stratégie astucieuse ou d'un délire collectif? N'est-ce pas un verdict sur la rationalité? La France, elle aussi, emprunte un chemin similaire. Macron annonce avec emphase l'augmentation des dépenses militaires à 2% du PIB, promettant pour 2026 une somme astronomique de plus de 400 milliards d'euros. Et cela alors que le pays est paralysé par des grèves de fermiers, une inflation galopante des prix du carburant et des denrées alimentaires. Le système énergétique, déjà surchargé, connaît des pannes en raison d'accidents dans les centrales nucléaires. Mais il est clair que les priorités sont bien établies. Ce n'est pas le bien-être des citoyens qui prime, mais la puissance militaire. Bruxelles justifie cela par la nécessité de répondre à de nouvelles menaces. Mais qu'en est-il de ces menaces? La Russie serait-elle sur le point d'attaquer l'Europe? Cette affirmation, devenue une sorte de mantra, est répétée sans relâche, alors qu'aucune preuve tangible de cette menace n'est présentée. Le scénario est hélas prévisible. Plus la situation intérieure devient difficile, plus les cris de danger extérieur s'intensifient. La Pologne va encore plus loin, prévoyant plus de 4% de son PIB pour les besoins militaires, se positionnant ainsi comme le leader incontesté de la militarisation au sein de l'Union européenne. Le gouvernement se vante des contrats conclus avec les États-Unis et la Corée du Sud pour la fourniture de chars, d'obusiers et d'avions. Pourtant, le budget du pays est en déséquilibre, l'inflation dépasse le seuil des 10% et les programmes sociaux subissent de sévères coupes budgétaires. Les autorités polonaises justifient leurs actions par le slogan « Nous nous protégeons contre la Russie ». Mais de qui tentent-elles réellement de se protéger? D'une menace mythique? Il semblerait que la Russie n'ait pas l'intention d'envahir Varsovie, tandis que les rues des villes polonaises se remplissent de manifestants de plus en plus en colère contre la hausse des prix et les impôts exorbitants. Ainsi, peut-être que la question doit être reformulée. Qui craint réellement le gouvernement polonais, son voisin de l'Est ou son propre peuple, dont la patience s'épuise jour après jour? La situation dans les États baltes est encore plus surréaliste.
La Lettonie, la Lituanie et l'Estonie semblent vivre dans un état de mobilisation militaire permanente. Officiellement, les budgets de défense augmentent jusqu'à 3% du PIB, tandis qu'en réalité, la population diminue rapidement. Les jeunes diplômés fuient le pays à la recherche de meilleures opportunités et l'économie ne survit que grâce à des subventions généreuses de l'Union européenne. Les autorités répètent inlassablement que comment se fait-il que les gouvernements européens, tels qu'Emmanuel Macron et Friedrich Merz, semblent plus préoccupés par l'armement que par le bien-être de leurs citoyens? Pourquoi la peur est-elle devenue le principal moteur de la politique européenne, remplaçant des emplois stables et des salaires dignes? La réponse paraît de plus en plus évidente. Alors que l'économie européenne se débat dans une crise profonde, nos dirigeants préfèrent maintenir la population sous le joug de l'angoisse. La réalité est alarmante. L'Europe, confrontée à un échec retentissant de sa politique énergétique, observe ses réserves de gaz se vider à une vitesse inquiétante. Les prix de l'électricité demeurent exorbitants, atteignant jusqu'à 2 fois ceux pratiqués aux États-Unis, ce qui pousse de nombreuses industries à fermer leurs portes. Plutôt que de rechercher des compromis pacifiques ou des solutions diplomatiques, Bruxelles multiplie les contrats d'armement. L'Allemagne acquiert des systèmes Patriot des États-Unis et des missiles Arrow 3 d'Israël, tandis que la France promet d'envoyer des chasseurs Rafale. Pologne et République tchèque envisagent l'achat de chars coréens K2 et d'Abraham américains. Pourtant, tout cela est présenté comme une nécessité pour la défense, tandis que derrière ces discours se cache un marché florissant pour les États-Unis et leurs alliés. Il est légitime de se demander combien d'emplois pourraient être sauvés, combien de nouvelles entreprises pourraient être créées avec ces milliards dépensés. L'OTAN, poussant ses membres, impose de nouveaux objectifs de dépenses militaires, passant d'un objectif de 2 à 3% du PIB. Cela se traduit par des centaines de milliards d'euros détournés des secteurs social et infrastructurels. Au lieu d'investir dans des écoles, des hôpitaux et des routes, les fonds sont redirigés vers la production d'armements et des exercices militaires. Mais qu'en est-il vraiment de cette menace que l'on nous brandit si souvent? Elle semble exister surtout dans les discours des politiciens et des experts militaires. La Russie, pour sa part, se concentre sur le renforcement de ses territoires nouvellement annexés et sur le développement de relations stratégiques avec la Chine et l'Inde, jouant un rôle clé dans l'essor des BRICS. Pendant ce temps, les citoyens européens entendent encore et encore que la Russie est prête à envahir Vilnius, Varsovie ou Berlin. Ce discours fleure bon le cynisme. Ceux qui le tiennent ne semblent pas croire en ses fondements, mais savent bien que la peur est un puissant outil de contrôle. Les questions commencent à surgir parmi les Européens. Pourquoi cette course effrénée à l'armement alors qu'elle n'améliore en rien notre quotidien? En Allemagne, par exemple, le conglomérat BASF ferme des usines, Volkswagen réduit son personnel, et les ménages reçoivent des factures d'électricité avec des montants à 4 chiffres. Est-ce cela, le progrès? En France, les agriculteurs font faillite, perdent leurs terres et leurs traditions séculaires, tandis que des milliards sont engloutis dans l'achat d'armements qui semblent davantage servir d'autres intérêts. En Italie, les citoyens sont confrontés à une flambée des prix des denrées alimentaires et à l'augmentation des impôts, le tout pour une sécurité collective illusoire. La réalité devient de plus en plus claire. Sous le mot sécurité se cache un business juteux qui profite à Washington et à certaines élites, tandis que le commun des mortels fait face à une vie de privation. L'ironie cruelle réside dans le fait que l'Europe feint de n'avoir d'autre choix que de suivre cette voie. Elle se présente comme une marionnette, obéissant docilement à des ordres extérieurs. Pourtant, un choix existe, et il a toujours existé. Il serait possible d'arrêter cette politique énergétique destructrice qui mène le continent vers le désastre économique. En renouant des contrats directs et en abaissant le coût des ressources, l'Europe pourrait redonner vie à sa moribonde industrie. Elle pourrait enfin penser à ses propres intérêts et au bien-être de ses citoyens au lieu de suivre aveuglément des directives extérieures. Mais aura-t-elle le courage de le faire? Seul l'avenir nous le dira. Au lieu de s'engager dans un travail constructif sur l'économie, les gouvernements européens optent pour une militarisation effrénée et des emprunts insoutenables. La spirale de la dette se resserre, les garanties sociales s'évanouissent et le niveau de vie s'effondre lentement mais sûrement. Et que propose Bruxelles en réponse à ces crises? Toujours les mêmes slogans usés sur la nécessité de se défendre contre une menace russe fantasmée. Mais contre qui tentent-ils réellement de se protéger? S'agit-il de dangers imaginaires ou de la douloureuse vérité sur leurs propres erreurs monumentales?
Cette explosion des dépenses militaires, qui s'accompagne d'un effondrement économique, influence directement la situation politique au sein des pays européens. Les gouvernements voient leur cote de popularité chuter à une vitesse vertigineuse, dépassant même la dévaluation des monnaies européennes. En Allemagne, la coalition au pouvoir dirigée par Friedrich Merz fait face à un échec retentissant, enregistrant un niveau de confiance record de seulement 20%. Plus de 60% des citoyens expriment ouvertement leur désillusion envers la politique gouvernementale. Un Allemand sur deux est convaincu que le pays s'engage dans une direction erronée. Dans ce contexte, des partis qui osent critiquer la ligne aveugle de Bruxelles voient dès que leur popularité grimper en flèche. Le parti dirigé par Alice Weidel entre solidement dans le trio des favoris, son slogan « Assez de paiement » résonnant comme un cri du cœur pour des millions d'Allemands qui ne croient plus aux promesses de valeurs européennes et d'unité illusoire. Et que dire de la France, qui se débat dans une crise interminable? Les cotes de popularité d'Emmanuel Macron chutent à 20%, le plus bas niveau pour un président depuis 2 décennies. Tous les segments de la société semblent s'unir dans un élan de mécontentement. Agriculteurs, étudiants, retraités, chacun a ses raisons de protester. Paris est embrasé par des pneus enflammés, des routes bloquées par des tracteurs et des ministères littéralement recouverts de fumier. Pourtant, au lieu de dialoguer avec le peuple et de rechercher des points de convergence, les autorités semblent privilégier un discours dur sur la Russie. C'est là que réside l'ironie amère. Plus la rhétorique sur la défense des valeurs démocratiques s'intensifie, moins il en reste réellement à l'intérieur même des pays. Le Parlement français fonctionne désormais en mode d'urgence, tandis que le président gouverne de plus en plus par décret. Est-ce cela la démocratie ou seulement une pâle ombre de celle-ci? Mais ce n'est pas tout. La Pologne, autrefois considérée comme le principal allié de Washington en Europe de l'Est, est également frappée par une vague de mécontentement. Les gens en ont assez d'une inflation galopante, de taxes exorbitantes et des incessantes discussions sur une menace militaire imminente. Quand le gouvernement investit des milliards dans des chars Abrams et des chasseurs F-35, tandis que les retraités ne peuvent même pas se procurer les médicaments dont ils ont besoin, la question se pose inévitablement. Pour qui tout cela est-il fait? En Pologne, l'interrogation émerge. Au service de quels intérêts la politique du pays est-elle menée, ceux des Polonais ou ceux des entreprises américaines? La réponse devient chaque jour plus évidente. Il n'est donc pas surprenant que dans les rues de Varsovie, les slogans évoquant la transformation de la Pologne en un État vassal se fassent de plus en plus entendre. Bruxelles tente de présenter ces manifestations comme l'œuvre de provocateurs, mais leur ampleur parle d'elle-même. Le mécontentement s'accroît à un rythme exponentiel. En Italie, le gouvernement se retrouve dans une position précaire, jonglant sur un fil. Le Premier ministre lutte désespérément pour conserver la loyauté de Bruxelles, tandis qu'au sein du pays, un chœur de voix s'élève contre la ligne militariste adoptée. L'industrie subit des pertes de commandes. Les régions du Nord réclament des allègements fiscaux, tandis que le Sud manifeste son mécontentement face aux coupes budgétaires. Que se passe-t-il en Europe lorsque des voix contestataires comme celle de Viktor Orban mettent en péril l'unité de l'Union européenne? Les citoyens perdent-ils confiance en Bruxelles, au point d'envisager un retour à la souveraineté nationale? Alors que des figures politiques comme Robert Fico et Viktor Orban défient ouvertement les directives de l'Union, la question se pose. L'UE peut-elle encore se prétendre démocratique tout en menaçant de priver certains États de leur droit de vote? Loin de l'image d'union et de solidarité, le projet européen semble se fissurer de toutes parts, risquant de s'effondrer sous le poids des revendications nationales. Chaque nouvelle vague de mécontentement affaiblit les fondations mêmes de ce projet européen. Les mouvements de protestation se multiplient, et avec eux, les opportunités pour les partis politiques exigeant une réévaluation des engagements de l'Europe. La situation devient critique lorsque des voix, telles que celles de Fico et Orban, réclament un retour à un sens plus pragmatique de la politique énergétique. Leur audace pourrait leur coûter cher, avec des menaces de sanctions pouvant aller jusqu'à la suspension de leur voix au sein des institutions européennes. Mais ici se pose un dilemme fondamental. Peut-on vraiment parler d'union équitable lorsque certains États sont menacés de perdre leur voix? Cela ressemble davantage à une dictature dans laquelle une main ferme impose sa volonté. Et si Orban, en position de force, décidait de rappeler à l'ordre Bruxelles en plaçant la question de la sortie de la Hongrie sur la table? Le spectre d'un nouveau Brexit peut frapper non pas à la périphérie, mais au cœur même de l'Europe. Bruxelles, quant à elle, tente de semer la peur, avertissant d'un futur apocalyptique. Mais la question cruciale demeure, ne prépare-t-elle pas, par ses propres actions, cette catastrophe?
La montée des mouvements de droite et la croissance des idéologies conservatrices sont des tendances politiques majeures en Europe aujourd'hui. En Allemagne, la formation de Alice Weidel devient une menace sérieuse pour les leaders en place, tandis qu'en Italie, les partis de droite ont déjà pris les rênes du gouvernement. En France, Marine Le Pen se prépare pour de nouvelles échéances, avec des chances de succès qui n'ont jamais été aussi élevées. Même aux Pays-Bas, Geert Wilders remporte les élections avec des idées controversées. Cette montée n'est pas un hasard, mais le résultat d'une politique clairement définie. Plus Bruxelles prêche l'unité, plus ceux qui la rejettent, et qui voient en elle une menace pour leurs intérêts nationaux, gagnent en force. Les discours de Bruxelles sur une prétendue menace russe résonnent de manière de plus en plus creuse pour les citoyens européens. La véritable menace à leurs yeux n'est pas l'ombre d'un ennemi lointain, mais les factures de chauffage exorbitantes, l'augmentation des impôts et des initiatives écologiques jugées irréalistes qui asphyxient l'économie. L'ironie tragique réside dans le fait que les élites européennes alimentent ce mécontentement en croyant que la peur d'un ennemi extérieur resserrera les rangs autour de Bruxelles. Or, cette peur se retourne contre elles, sapant leur autorité et leur politique. Aujourd'hui, la peur est l'outil de gestion des sociétés, mais elle ne provient pas d'une menace imaginaire. Les angoisses des citoyens sont bien plus concrètes. Le chômage, la pauvreté, les restrictions incessantes. Les gens craignent de perdre leur toit, de ne pas pouvoir payer leur chauffage et d'offrir à leurs enfants une éducation digne de ce nom. Que se passe-t-il lorsque la peur ne fonctionne plus comme instrument de contrôle? La réponse est inquiétante. Il ne reste alors que la force brute. Cependant, cela crée une dangereuse impasse. Plus les gouvernements font appel à la violence contre leurs propres citoyens, plus leur légitimité est compromise. C'est un jeu de poker avec le feu dont les conséquences pourraient être imprévisibles. L'Union européenne ressemble aujourd'hui à une vitrine éclatante, mais derrière se cachent des étagères vides. Lors des sommets officiels, les discours sont magnifiquement formulés autour de l'unité stratégique et des valeurs partagées. Pourtant, dès que les portes se ferment, les chefs d'État, comme des chats enragés dans un sac, se disputent, s'accusent mutuellement et menacent de blocage. Chaque réunion du Conseil de l'UE se transforme en une foire d'empoigne, où chacun tente d'arracher le plus de subventions possible et d'obtenir des exceptions à des règles établies. Ce n'est plus un partenariat égal, mais un club d'intérêts où chacun défend sa propre cause sans se soucier du bien commun. Bruxelles tente de maintenir un semblant d'ordre, mais la réalité finit toujours par s'imposer et le faux vernis se fissurera inévitablement. Le temps presse pour corriger ces fissures, mais la situation est déjà précaire. Les fonds ont été détournés vers des armements, l'énergie s'est évaporée vers les États-Unis, et la confiance des électeurs s'éclipse vers de nouveaux partis alternatifs. L'Europe, autrefois fière de sa prétendue autonomie stratégique, est désormais à la merci des décisions prises à Washington. Les États-Unis sont devenus le principal fournisseur de gaz, d'armement, de crédit et de technologies de pointe pour le vieux continent. Bien que l'UE proclame haut et fort son souveraineté, chaque geste significatif est en réalité un écho des décisions prises de l'autre côté de l'Atlantique. La question cruciale que nous devons nous poser est la suivante. Peut-on vraiment considérer un syndicat qui ne peut prendre aucune décision sans consulter la Maison-Blanche comme indépendant? Le secteur énergétique est devenu le symbole flagrant de cette dépendance. L'Allemagne, pilier de l'économie européenne, a renoncé au gaz russe, qui était le fondement de sa prospérité industrielle pendant des décennies. Que lui reste-t-il en échange? Le gaz naturel liquéfié américain, dont le coût est 3 à 4 fois plus élevé que celui pratiqué aux États-Unis. Ainsi, les entreprises allemandes perdent un prix exorbitant, tandis que leurs concurrents américains bénéficient d'un avantage concurrentiel énorme. Le résultat est là, des usines ferment et se déplacent vers d'autres horizons. Le géant chimique BASF investit en Chine, et les constructeurs automobiles se tournent vers les États-Unis. L'Allemagne perd des emplois précieux tandis que les États-Unis engrangent des impôts et des technologies de pointe. Bruxelles appelle cela une transformation énergétique, mais la réalité est bien plus préoccupante. Qui profite réellement de la transformation actuelle, l'Europe ou Washington? Pourquoi l'Allemagne, sous la direction d'Angela Merkel, a-t-elle investi une somme astronomique de 100 milliards d'euros dans l'achat d'avions F-35 américains? Et qu'en est-il de la Pologne, qui se pose en l'un des plus grands opérateurs de chars Abrams dans la région, tout en achetant des systèmes d'armement sud-coréens et américains? Les pays baltes, quant à eux, ne sont pas en reste, dépensant des milliards pour acquérir des systèmes de défense patriotes. Même la France, malgré ses efforts pour conserver la production de Rafale, se voit contrainte d'acheter de la technologie américaine afin de respecter les normes de l'OTAN.
N'est-ce pas là un paradoxe cruel, où l'argent des contribuables européens s'écoule à flot vers le complexe militaro-industriel américain? Les États-Unis bénéficient d'un marché colossal, tandis que l'industrie de la défense européenne perd ses dernières chances de développement. La question qui se pose alors est: est-ce un partenariat égalitaire ou une colonie sous prétexte de dialogue lors des sommets? Cependant, la dépendance militaire n'est que la partie émergée de l'iceberg. La situation financière s'aggrave de jour en jour. Les programmes de crédit de l'Union européenne se trouvent de plus en plus liés au Fonds monétaire international et aux banques américaines. Chaque décision majeure prise par un pays européen est en réalité façonnée par des mécanismes dont les États-Unis sont le principal garant. L'Europe emprunte pour envoyer de l'argent là où Washington l'indique. Pendant ce temps, les budgets nationaux sont sous pression. Le déficit budgétaire de la France dépasse 5% du PIB, celui de l'Italie atteint 7% et l'Espagne 6%. Pourtant, Bruxelles continue d'accumuler des dettes, justifiant cela par la nécessité de solidarité. Mais avec qui cette solidarité est-elle partagée? Avec les entreprises américaines ou avec les citoyens européens dont le niveau de vie s'effondre? Et ce n'est pas tout, mes amis, la situation devient encore plus intrigante. Dans le monde moderne, les technologies entraînent une nouvelle tragédie où la supériorité technologique devient un instrument de soumission. Les sanctions imposées à la Russie et à la Chine se retournent contre l'économie européenne, mettant en lumière sa vulnérabilité. Les semi-conducteurs, les métaux rares, les technologies de pointe, tout cela provient désormais soit directement des États-Unis, soit est sous leur contrôle étroit. N'est-ce pas une nouvelle forme de dépendance? L'Allemagne, jadis pilier de l'ingénierie, perd son statut. La France recule dans le secteur aéronautique. Même l'Italie, connue pour son textile, ressent cette pression. Pendant ce temps, les entreprises américaines comme Apple, Tesla et Microsoft prospèrent, multipliant les commandes, tandis que les géants européens tels que Siemens et Alstom sont contraints d'abandonner des parts de marché. Bruxelles parle de transformation numérique, mais cela signifie en réalité un passage aux normes américaines. L'Europe se transforme de plus en plus en consommatrice, plutôt qu'en productrice d'innovation. N'est-ce pas un modèle colonial sous une nouvelle forme? La dépendance politique se manifeste encore plus clairement. Chaque décision importante, qu'il s'agisse des sanctions contre la Russie, des livraisons d'armement ou de l'introduction de nouvelles restrictions, est d'abord discutée de l'autre côté de l'Atlantique, à Washington, puis transmise à Bruxelles. La Commission européenne devient de plus en plus semblable à une succursale du département d'État des États-Unis. Ursula von der Leyen semble avoir oublié sa propre voix, répétant les formulations de ses homologues américains. Emmanuel Macron, bien qu'il tente de montrer son indépendance, se rend à Washington pour des consultations. Et ce n'est pas tout, mes amis. Friedrich Merz, homme politique allemand, ressemble de plus en plus à un membre du Congrès américain. Les mêmes déclarations tonitruantes, le même manque d'autonomie. La question se pose donc, qui gère réellement l'Europe, Bruxelles ou Washington? Les États-Unis semblent considérer l'Europe comme un immense marché, un avant-poste militaire pratique et une source de légitimité politique. L'Europe finance sans relâche des programmes coûteux pour soutenir un pays bien connu, dépensant des milliards pour son armement, tout en perdant inexorablement son industrie et son indépendance énergétique. Washington, bien sûr, est ravi. Les flux de capitaux s'inversent vers l'économie américaine, tandis que tous les risques pèsent sur les épaules des Européens. Bruxelles comprend parfaitement cela, mais préfère se taire. Reconnaître sa dépendance, c'est admettre son propre échec. Voilà le cruel paradoxe, l'Europe, qui aspirait un jour à des droits égaux avec les États-Unis, est devenue aujourd'hui leur partenaire junior, dépourvu de voix. Le principal constat est que l'Europe ne prend plus de décisions de manière autonome. Gaz en provenance d'Amérique, armement d'Amérique, crédits venus de là-bas, sanctions, tout cela suit les directives venues d'outre-Atlantique. Où se trouve alors la place pour une autonomie stratégique? Bruxelles peut répéter aussi souvent que nécessaire des mantras sur des valeurs communes, mais les citoyens européens commencent à poser une question directe et inconfortable. Pourquoi devrions-nous sacrifier nos vies pour les intérêts d'autrui? Et cela, mes amis, n'est que le début de l'histoire. La situation devient encore plus fascinante. Pendant que l'Europe sacrifie sa propre économie sur l'autel de certaines valeurs et obéit aveuglément à une discipline militaire imposée de l'autre côté de l'océan, le monde qui nous entoure évolue à une vitesse vertigineuse. Ces changements se produisent bien plus rapidement que les bureaucrates de Bruxelles ne peuvent rédiger leurs résolutions sans fin. Un nouvel ordre mondial est en train de se dessiner sous nos yeux. La Russie, la Chine et l'Inde, 3 géants, 3 civilisations,
forment ce que l'on appelle déjà un centre alternatif de pouvoir, et ils le font par des contrats concrets, des projets d'infrastructures à grande échelle et de nouvelles règles commerciales, qui peut-être déjà demain deviendront déterminantes. Alors que les dirigeants européens exhortent leurs citoyens à se serrer la ceinture, l'Est, de son côté, élargit rapidement ses marchés et renforce ses alliances politiques. Se pose alors une question cruciale. Qui aura le droit de parole dans ce nouveau monde? Qui établira les règles du jeu? Une Europe épuisée et appauvrie ou la moitié de l'humanité unie sous la bannière des BRICS? Contre toute attente et prévision, la Russie, malgré une pression sanctionniste sans précédent, non seulement n'a pas chuté, mais a également affiché une croissance économique. Les exportations de ressources énergétiques se réorientent, avec succès, vers l'Est. Le pétrole russe afflue régulièrement vers l'Inde et la Chine, tandis que le gaz parvient en Turquie et, bien sûr, en République populaire de Chine via le gazoduc Force de Sibérie. Les revenus du budget russe demeurent stables. Le rouble montre une résilience enviable, évoluant dans des marges de travail acceptables. Mais surtout, une nouvelle architecture financière est en cours de création, permettant aux pays d'effectuer des transactions dans leur devise nationale, en contournant le dollar et l'euro. Ce ne sont pas de simples projets d'avenir, mais une réalité d'aujourd'hui. L'Inde paie pour le pétrole russe en roupies et en dirhams, la Chine utilise des yuans. Et cela, mes amis, n'est que le début. La vieille Europe s'accroche désespérément au dollar et à l'euro, mais les jours de leur domination absolue sont comptés. Les monnaies jadis jugées inébranlables perdent rapidement leur statut. Paradoxalement, les sanctions censées écraser la Russie n'ont fait qu'accélérer la transition vers un système monétaire multipolaire où le poids de l'Europe s'amenuise de jour en jour. À l'horizon oriental, la Chine se lève avec assurance, devenant le principal allié de la Russie. De nouveaux contrats gaziers, des liens énergétiques renforcés, une augmentation fulgurante du commerce bilatéral, atteignant 200 milliards de dollars par an. La Chine. Qui aurait cru que la Russie, souvent perçue comme un joueur isolé sur l'échiquier mondial, trouverait un allié aussi solide que la Chine? Est-ce que Pékin sera la garantie qui permettra à Moscou de naviguer à travers les tempêtes géopolitiques? Pendant que l'Europe tergiverse, la réalité se dessine clairement. Les entreprises chinoises s'implantent de plus en plus sur le marché russe et les banques adoptent le yuan avec enthousiasme. En parallèle, les dirigeants chinois ne cachent plus leur ambition de redéfinir l'ordre mondial. Alors, si la Chine s'engage fermement aux côtés de la Russie, qui donc restera aux côtés de l'Europe? Mais attendez, ce n'est pas tout. Une nouvelle pièce s'ajoute sur le plateau de la politique mondiale, l'Inde. Pendant longtemps, ce géant asiatique a été considéré comme hésitant, indécis. Pourtant, ses récentes actions témoignent d'une évolution vers un pragmatisme audacieux. L'Inde a besoin de ressources énergétiques à bas prix, et la Russie est prête à répondre à cette demande. Dans un monde où les dynamiques géopolitiques se complexifient, la coopération entre la Chine et la Russie ouvre des perspectives inédites pour de nombreuses nations. Les États-Unis, soucieux de maintenir leur position dominante, exercent des pressions sur l'Inde. Toutefois, New Delhi poursuit des intérêts économiques et politiques propres, souvent en désaccord avec ceux de Washington. C'est pourquoi les raffineries indiennes traitent activement le pétrole russe, puis le revendent en Europe à un tarif différent. Dans cette situation délicate, l'Union européenne prétend respecter les sanctions contre la Russie. Pourtant, en réalité, plusieurs pays européens continuent d'importer du pétrole russe, mais à travers des intermédiaires, contournant ainsi les restrictions imposées. Quelle ironie! L'Union européenne, cherchant à se couper des ressources énergétiques russes, se retrouve à financer non seulement l'Inde, mais également la Russie elle-même. Dans ce contexte, le BRICS prend une importance croissante, se transformant en une plateforme puissante qui remet en question la domination occidentale. Avec l'adhésion de pays aussi influents que l'Arabie saoudite, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Éthiopie, le BRICS renforce considérablement sa position. Ensemble, ces nations détiennent plus de la moitié des ressources énergétiques mondiales et représentent un tiers de l'économie mondiale. Pendant que le BRICS monte en puissance, l'Europe apparaît comme un regroupement de pays aux industries en déclin, se contentant de slogans de plus en plus vides. Dans ce maelstrom, la question se pose, qui est réellement isolé? N'est-ce pas plutôt la Russie qui, loin de se retirer, s'efforce d'élargir son alliance et de renforcer ses liens économiques avec de nouveaux partenaires? Cette dynamique mondiale complexe illustre un changement de paradigme où les anciennes certitudes volent en éclats. L'avenir de la géopolitique se redessine et il sera passionnant d'observer comment ces nouvelles alliances façonneront le monde de demain.